Voilà, je voulais simplement insister sur ces deux points. Je pense que Baudouin veut répondre à ce que je viens de dire. Veux-tu répondre, Baudouin? Pas répondre, c'est dire simplement la franc-maçonnerie, euh, ce qui est très bien dit, je trouve, par Alain Noël, demande à ses adeptes d'être un pas plus loin et d'accepter cette idée que finalement, quand on dit je viens en quête de l'humain, par exemple, l'humain, c'est pas Baudouin de Charneux, hein, c'est l'humain avec un grand H, c'est pas l'humain dans sa médiocrité incarnée. Bon. Donc, c'est cette idée de faire un effort pour dépasser la limite de la concrétude, et il y a différentes orientations possibles. Alors, la franc-maçonnerie combine, du point de vue philosophique, un axe sur la transcendance. Bon, ça peut être pour moi être Dieu, et comme ça a été dit, toute une série de transpositions dans différentes cultures, ou un axe transcendantal, c'est-à-dire une idée qui me dépasse moi dans ma singularité. Pas l'homme avec un petit H, l'homme avec un grand H. Hein. Pas l'amour avec un petit A, mes petits amours. Non, l'amour avec un grand A, etc. Donc, c'est la prise en considération que cet idéal me permet de me dépasser, il peut avoir une valeur d'universalité. Ça, je crois que c'est vraiment très important, parce que c'est ça qui va nous permettre, à la charnière du XVIIIe, XIXe siècle, de voir apparaître dans les loges les premiers athées, les premiers agnostiques bientôt, puisque le mot a été inventé par Thomas Huxley en Angleterre, etc. Donc, là, nous devenons une confrérie tout à fait, à mon avis, originale, au sens qu'il y a une originalité. Merci. Alors, le débat, évidemment, se poursuit aussi parallèlement dans les questions et réponses. Hein. Le problème de l'initiabilité des femmes, du droit de visite, de la mixité des loges ou des obédiences suscite bien des questions et des commentaires. Je voudrais signaler à ceux qui l'ignoraient que depuis peu, le Grand Orient de Belgique est une obédience mixte, très majoritairement masculine, bien entendu, puisque nous n'avons encore, on oblige initié ou affilié aucune sœur, mais il y a une douzaine de loges qui se sont inscrites dans le tableau dit mixte, qui a été trouvé très belge, c'est-à-dire très compliqué, avec une superposition de structures libres les unes les autres et qui se regardent un petit peu comme le fédéralisme dans ce pays, mais ne persiflons pas. Mais cette question, quelle qu'elle soit et quelle réponse qu'on puisse y apporter, prouve une chose, c'est que la franc-maçonnerie évolue. C'est une question que je viens de voir poser, mais elle évolue dans un monde où la liberté de penser est réelle. Je veux reprendre ici une petite citation de mon ami Piotr Rosinski, qui dit « Si nous partons du principe que la religion nous inspire, mais que les émanations publiques et politiques effrontées de cette religion à travers les institutions de l'Église dominante nous révoltent, nous nous approchons rapidement de la réflexion selon laquelle la franc-maçonnerie n'est pas compatible avec la religion et constitue une concurrence évidente pour celle-ci. » Donc, pour lui, ce que nous avons dit est tout à fait valable en Belgique. Piotr est polonais et belge, ou en France, mais n'est pas valable en Pologne. Donc, est-ce que si nous évoluons dans le sens d'un écuménisme plus grand, est-ce que nous n'allons pas, quelque part aussi, nous séparer de cette racine qui fait que nous voulons bien prendre ce qui est le meilleur dans les religions, mais que nous ne pouvons pas en accepter toutes les caractéristiques, et notamment formatage plus ou moins violent à toute une série de conceptions révélées, imposées, indiscutables. Voilà, je voudrais bien que vous nous disiez ce que vous pensez de cette thématique-là. Qui veut la parole? Alain Noël, Baudouin? Si tu veux, puisque tu mets dans cet ordre-là. Je ne le mets dans aucun ordre. Hein. Je pense qu'il y a
une confusion entre les domaines de la religion et les domaines de la franc-maçonnerie. La confusion a été entretenue immédiatement par le problème de l'excommunication. 1738, sous Clément XII, je pense, dans sa bulle In Eminenti, etc., excommunie, mais ça ne s'est pas fait en France puisque le Parlement n'a pas voté, ne s'est pas saisi du problème, excommunie les francs-maçons. Il faut bien voir que l'excommunication à l'époque peut avoir plusieurs causes. L'excommunication vise essentiellement les protestantismes. La franc-maçonnerie est protestante. L'intrusion dans un royaume catholique ou dans une Europe catholique d'une doctrine philosophique que le pape ne connaissait pas très bien. 1717, Constitution d'Anderson, 1723, 1736, l'excommunication. Le pape ne devrait pas savoir ce qu'étaient les francs-maçons. Par contre, il savait ce qu'étaient les protestants. Et donc, une doctrine protestante ne mérite pas d'être acceptée dans un domaine catholique. Mais ça, c'est un épiphénomène culturel de l'époque. La franc-maçonnerie va continuer à se développer, va évoluer, et il y aura de multiples condamnations papales. Je ne sais pas s'il y en a eu 13, 15, 20. Même à l'époque moderne, la franc-maçonnerie est toujours excommuniée. Les francs-maçons ne sont peut-être plus excommuniés, mais la franc-maçonnerie est toujours excommuniée, dès l'instant qu'elle est censée comploter contre l'Église. Or, il existe une différence radicale entre les deux structures. L'Église, la religion, vous apporte une réponse à toutes les questions que vous vous posez dans la vie. La réponse est simple, il y a un Dieu qui est révélé, qui a donné sur le mont Horeb un code déontologique, qui a par la suite donné le code de l'Alliance, qui n'est pas exactement pareil dans la Bible, et il suffit de faire son salut pour accéder au paradis. La franc-maçonnerie ne propose à personne de faire son salut ni d'accéder à un paradis quelconque. Elle propose de travailler ici et maintenant tous ensemble. Les doctrines religieuses sont des doctrines qui sont des doctrines où l'absolu existe. La philosophie maçonnique est une philosophie de la relativité, c'est-à-dire qu'on se pose des questions et on n'est jamais sûr de la réponse. Entre ces deux mondes philosophiques, si vous voulez, il existe une incompatibilité doctrinale. Ce que la franc-maçonnerie véhicule, par contre, c'est que plus loin que les incompatibilités doctrinales qui sont du ressort de la liberté de conscience de chacun, il est possible de travailler ensemble, il est possible de construire ici-bas. La franc-maçonnerie véhicule simplement des idées simples, pas compliquées. La pensée maçonnique est complexe, mais la philosophie maçonnique est simple. Il s'agit de construire. Il s'agit de construire ici-bas pour les hommes, et que chacun ensuite, si les croyants pensent qu'il construit également pour Dieu, et s'il n'est pas croyant, pense qu'il construit seulement pour les hommes. Mais l'idée de la construction nous réunit tous, j'ai dit. Moi, j'aurais tendance à dire, bon, il y a une condamnation de 1738 qui va jusqu'en 1983. 1983, il y a un changement à la manière romaine, c'est-à-dire qu'il faut analyser à la loupe pour arriver à décrypter quelle est l'évolution véritablement dans les mentalités. Elle est là. De façon générale, la franc-maçonnerie ne préoccupe pas autant qu'on ne pourrait le croire l'Église catholique, si ce n'est ses avatars internes. Par exemple, tout le monde a su les problèmes d'une loge du Vatican, dont un des membres a assassiné un autre, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la maçonnerie. Enfin, et qu'est-ce que c'est une loge au Vatican? Enfin, il y a plein de questions là-dessus, mais qui sont plus de l'ordre de l'historien des religions ou du journaliste, si on s'intéresse à l'actualité, que d'un intérêt réel, tant pour les francs-maçons que pour les catholiques ou pour les francs-maçons catholiques. Donc moi j'inviterais à ne pas se construire en fonction de l'Église catholique, qui a bien assez de problèmes comme ça avec elle-même, et surtout de nous dégager d'une volonté d'être reconnus par ceux qui nous ont rejetés. Bon. À partir de là, un dialogue plus sincère peut émerger et on peut évidemment se rencontrer, se féliciter d'échanges réciproques et tout ce qu'on veut. En ce qui concerne la franc-maçonnerie et ce qui a été avancé par plusieurs questions, moi je mettrais en garde contre un point. Une idée qu'on rencontre beaucoup dans nos loges un peu partout aujourd'hui, qu'on pourrait résumer en un mot: qu'est-ce que les autres seraient bien s'ils me ressemblaient?
Cette idée est vraiment une idée profane qui est rentrée dans nos temples. Je pense qu'on doit accepter qu'au sein même de la franc-maçonnerie, il y a une multiplicité de différences. Si, ma foi, une loge considère qu'elle ne veut réunir que des professeurs d'université de plus de 85 ans, tous étant diplômés en astrophysique, moi, je n'ai rien contre. Je trouve ça absurde en tant que maçon. Ça, c'est autre chose. Mais après tout, c'est sa vie, c'est sa façon de travailler, c'est sa façon d'être. D'un certain point de vue, c'est un club privé. Hein. Bon. Donc, le droit à une vie privée singulière est quelque chose que je défends avec vigueur. Par contre, ce qui est problématique sur le plan philosophique, c'est le rejet de l'autre pour ce qu'il est et la non-reconnaissance de sa qualité. Par exemple, dire une femme ne peut pas être maçonne, donc je ne reconnais pas comme tel. Un noir ne peut pas être maçon, je ne reconnais pas comme tel, etc., etc. Là, nous rentrons dans autre chose qui rompt notre réflexion sur l'universalité et qui débouche sur des comportements qui, d'ailleurs, du point de vue pénal, aujourd'hui, dans les dispositifs de droit européen, peuvent être sanctionnés. Ne l'oublions quand même pas. Et c'est une évolution très significative de nos obédiences en Europe continentale. Quand je suis rentré en maçonnerie en 1986, beaucoup de frères considéraient que les femmes d'obédience dite maçonnique n'étaient pas des maçonnes, point. Que ça n'existait pas, une femme maçonne. Il y avait des jours où on ne pouvait pas partager les locaux avec des femmes dans les grands locaux qu'on connaît à Bruxelles, qui réunissaient 10, 15, 20 loges en une soirée. Tout ça a fortement évolué. Et il me semble que là, la franc-maçonnerie occidentale, continentale a été assez exemplaire. Et pour une fois, on peut un peu se louer nous-mêmes. L'axe France-Belgique, à cet endroit, est très positif, me semble-t-il. L'autre aspect, c'est l'aspect dans la loge. Et le système de cooptation, et le système de parrainage, et le système de la règle spécifique d'une loge donnée. Et ça, je trouve qu'aller toucher à ces identités-là, c'est quelque chose qui serait très peu maçonnique, ce serait une volonté de normalisation, et précisément, ce serait nous transformer en une sorte de cléricalisme. Donc moi, je suis un défenseur de ce point de vue-là de la liberté, même si j'admets que certaines postures m'agacent, mais j'admets aussi que la mienne agace les autres. Voilà. Merci Baudouin, merci Alain Noël, mais vous n'avez pas tout à fait répondu à l'angoisse très perceptible de Piotr, parce que nous discutons en France et en Belgique dans des pays où la grande majorité sociologique Oui. a laïcisé complètement, si j'ose dire, et a une liberté de pensée tout à fait suffisante. Il y a des pays où nous sommes, comment dire, détestés. Et donc, dans les régions où nous sommes détestés, c'est plus marquant. Moi, j'ai tenté des cours en Tunisie une année, j'ai été menacé de mort. Bon, nous avons des pays où les maçons, quand on les connaît, qu'on les identifie, sont détestés par des collectivités importantes. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Si on ne peut plus le faire pour l'instant, vous allez dans un bar local en Belgique ou en France boire un pot au bout du monde et vous parlez de la franc-maçonnerie, il reste encore beaucoup de gens qui nous décapiteraient volontiers à la hache. Hein. Donc ça, le fait d'être détesté dans certaines régions, d'être chargé de tous les malheurs du monde, de faire l'objet de contre-informations, etc., transforme évidemment le comportement des loges locales par rapport à la réalité politique du pays. Ça semble... Mais c'est dans cette optique-là qu'au XIXe siècle, tant en France qu'en Belgique, la franc-maçonnerie est devenue clairement anticléricale. Oui, le choix actuel est, si j'ose dire, un choix post-chrétien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux émettre une opinion sur le sujet. Je pense que dès l'instant que la franc-maçonnerie véhicule comme idée principale ce qui nous vient du protestantisme, le libre examen, que nous avons transformé en liberté de conscience, dès l'instant que la franc-maçonnerie véhicule la liberté pour chacun d'entre nous de se forger sa propre opinion à partir des textes, à partir des événements, à partir des conflits, à ce moment-là, cette structure qui s'appelle une loge ou cette structure qui s'appelle une obédience devient forcément suspecte dès l'instant qu'il existe un pouvoir étatique, militaire, religieux, despotique. Ce n'est pas un hasard si dans l'un des degrés de la franc-maçonnerie de rite écossais que je connais,
Dans l'un de ces degrés, il est fait mention de l'absolue nécessité de combattre tous les despotismes, qu'ils soient militaires, religieux ou politiques. Le combat de la franc-maçonnerie, c'est le combat pour la liberté de conscience, pour la liberté de pouvoir dire ce que l'on veut, donc la liberté d'expression, liberté d'écrire, liberté d'association. C'est le combat de la philosophie des Lumières. Et de ce côté-là, on ne peut qu'être inquiet quand on constate que la pensée conceptuelle des Lumières est en régression. Et ça, c'est un sujet majeur. Je pense que la franc-maçonnerie doit se saisir, bien entendu, de la pensée symbolique qui est la sienne, mais si la franc-maçonnerie se réduisait à sa pensée symbolique, à l'étude de sa pensée symbolique et à l'étude de son histoire, elle ferait de la commémoration, alors que ce qu'elle doit faire, c'est développer la pensée des Lumières, prolonger la pensée des Lumières. Une tradition n'est vivante que si elle évolue. Une tradition n'est vivante que si elle crée du nouveau. Une construction, la construction d'un temple, n'est réellement vivante que si on crée un nouveau temple. Je pense qu'il y a un très beau poème de Kipling qui s'appelle Le Palais. Je vous encourage à le lire et vous comprendrez ce qu'est une tradition. On construit un palais, un roi construit un palais, un roi voit son palais détruit et son successeur reconstruit le palais. La construction, c'est une construction dans le temps et dans l'espace qui est ininterrompue. Et je crois que l'idée fondamentale de la maçonnerie, c'est l'idée de l'architecte. L'architecte qui construit une cathédrale sait en commençant qu'il ne verra pas la fin de la cathédrale. C'est-à-dire qu'un autre architecte va lui succéder pour terminer la cathédrale ou pour espérer terminer la cathédrale. Et quand la cathédrale sera terminée, il faudra refaire la construction. La franc-maçonnerie, c'est une démarche initiatique qui vise à nous situer dans le temps de la construction permanente et non pas dans le temps d'une réflexion sur nos origines et sur ce que nous avons fait. La tradition maçonnique est une tradition d'ouverture et de progrès. Ce n'est pas une tradition d'enfermement, j'ai dit. Merci. Alors, dans ces conditions-là, quel rôle, c'est une question qui a été posée, quel rôle pourrait jouer la franc-maçonnerie pour lutter contre le fondamentalisme religieux qui menace nos sociétés et qui pourrait effectivement être une menace très claire, comme Baudouin le disait, vis-à-vis de tous les francs-maçons et quel que soit leur sexe, leur obédience ou religion, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où on aimerait encore nous décapiter vite fait, bien fait. Mais la franc-maçonnerie en tant que telle, ou les francs-maçonneries, si on les raisonne en termes d'obédience, sont très démunis contre cela parce que nous ne sommes pas des organes politiques et nous n'avons pas pour vocation de mener des actions sociales fortes. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est nous, maçons, en nos qualités respectives, communiquer et tenter d'infléchir dans un sens qui est davantage conforme, ne fût-ce qu'à l'idée de tolérance. Bon. Mais il me semble que interpeller la franc-maçonnerie dans ses structures sur ce sujet, c'est presque comme si on lui demandait quel est notre rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Je veux dire, nous ne sommes pas outillés pour, de façon, en tant que structure, travailler en ce sens. Donc, c'est ça qui est extrêmement difficile. Moi, j'essaie souvent pédagogiquement de montrer à mes étudiants, mais d'autres sans doute autour d'eux, là où ils travaillent, que les régions où il fait bon vivre, celles vers lesquelles on veut venir à pied, à cheval, en voiture, en bateau, mais on risque de couler au milieu de la mer, d'être rejeté aux frontières, violenté, rançonné, tout ce qu'on veut, aux abords des lieux que nous défendons. J'entends par là politiquement, à savoir les frontières de l'Europe. Tous ces lieux sont les lieux où tout le monde veut venir, où tous les démunis de la terre voudraient arriver. J'ai l'honneur de donner cours en République démocratique du Congo. Je n'exagère pas, je crois, en disant que 55 millions de Congolais sont prêts à venir. Alors, ce n'est pas le fruit du hasard. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas le fruit d'une espèce de fascination postcoloniale. Non, c'est parce que dans nos régions, régies par des principes démocratiques, régies par un certain respect de l'individu, régies par le droit de se rassembler, de défendre des idées, des convictions, régies par une série de principes qui émanent notamment
pas uniquement, de la franc-maçonnerie dans l'héritage des Lumières, il fait meilleur vivre qu'ailleurs, tant économiquement, politiquement, socialement et individuellement. Ça, c'est la vérité. Il n'y a que quelques personnes en Europe continentale et aux États-Unis qui voient le monde dans l'autre sens. Bon, alors, ce n'est pas le fruit du hasard. Et donc, ce modèle-là qui n'est pas parfait, s'il était déjà vécu ailleurs, on serait dans un monde un peu meilleur. Ce serait déjà ça. Donc là-dessus, moi, je suis relativement sec dans mes réponses parce que j'entends parfois beaucoup de choses qui vont dans l'autre sens, y compris même dans les configurations politiques de nos pays, où j'ai encore observé récemment des retours vers des volontés communautaristes, mais qui sont absolument intolérables, non pas en tant qu'idée, on a le droit de s'exprimer, mais parce que quand on voit ce que ces modèles ont donné ailleurs, c'est-à-dire la misère, la violence, le rejet de l'autre et tous les maux de la terre, simplement en observant le monde, il me semble que faisant appel à un minimum de raison, on pourrait défendre ces idéaux plus activement. Merci. Mais est-ce que la franc-maçonnerie n'est pas aussi perçue dans le monde parce qu'il y a une question également qui relevait d'une constatation. En Asie, la franc-maçonnerie est pratiquement inexistante, sauf peut-être au Proche-Orient. De passer du XVIIIe et du XIXe siècle, et même de la première moitié du XXe siècle, très colonialiste du paradis relatif que Baudouin nous a décrit, n'est pas une source de rejet de la franc-maçonnerie. Et donc quelque chose qui est contraire à son universalité proclamée, autoproclamée. Si tu permets, je voudrais dire que sur le plan de l'implantation de la franc-maçonnerie en Asie, en Orient, en Extrême-Orient, la franc-maçonnerie qui est née dans un milieu judéo-chrétien, la franc-maçonnerie est d'origine judéo-chrétienne, qu'on le veuille ou non. Elle a évolué, elle s'en est sortie, plus ou moins complètement, pas complètement, même dans les obédiences, je veux dire, les plus anticléricales, s'il en existe. Elle est confrontée en Asie avec d'autres philosophies et d'autres modes de pensée. J'avais failli tout à l'heure terminer sur la franc-maçonnerie. Est-elle une voie spirituelle? La franc-maçonnerie est une voie spirituelle, mais par rapport aux philosophies orientales, par rapport à l'hindouisme, par rapport au bouddhisme, au confucianisme, la franc-maçonnerie est une voie spirituelle authentique, mais elle n'est pas une voie spirituelle complète. Là, il faudrait faire un long laïus sur la différence entre voie spirituelle authentique et voie spirituelle complète. Ce n'est pas le lieu, mais les bouddhistes sont intégrés dans une voie spirituelle qui est une voie spirituelle complète. Et quand on veut faire un parallélisme entre franc-maçonnerie et bouddhisme, qui pourrait être le sujet d'une autre conversation à longue échéance, il y a des parallélismes saisissants. Le bouddhisme, c'est une méditation, c'est la pratique de la méditation assise. Tout le monde pense que c'est cela. Or, le bouddhisme, ce n'est pas la pratique de la méditation assise, c'est la pratique de la méditation en action que la méditation assise permet d'intégrer. La franc-maçonnerie, quand vous êtes dans une loge maçonnique avec les postures qui sont les vôtres, la rectitude du dos, la rectitude des jambes, les mains sur les genoux, le silence qu'on observe, c'est une méditation assise aussi. Mais la franc-maçonnerie n'est pas une méditation assise qui n'est qu'une méditation assise. Comme le bouddhisme, la méditation assise en loge, ça préfigure la méditation en action dans la société. À la fin de chaque tenue maçonnique, s'ouvre pour chaque franc-maçon, c'est ce qu'on dit, le vaste domaine de la pensée et de l'action. Le franc-maçon, c'est quelqu'un qui agit dans la société, à partir de ce qu'il a compris en loge. Et c'est l'élément essentiel pour lequel il est souhaitable, et Baudouin y a fait référence tout à l'heure, que dans une loge maçonnique, quand une loge maçonnique est bien faite, elle comprend des individus qui sont croyants, d'autres qui ne sont pas croyants, elle comprend des chefs d'entreprise, des employés, des gens qui sont à gauche, des gens qui sont à droite, elle comprend des gens qui ont 20 ans, des gens qui ont 50 ans. Une loge maçonnique, ça doit être le reflet de la société, simplement le reflet d'une société qui se comprend, où chacun peut parler, où chacun peut comprendre l'altérité de l'autre et où chacun peut respecter l'autre.
Chacun peut se faire sa propre idée et développer à l'extérieur de la loge son idée personnelle et surtout se faire une idée également de ce que sont les autres. Nous n'existons que par le regard que nous portons sur les autres et que les autres portent sur nous. S'il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas de société humaine, il n'y a pas de franc-maçonnerie. Baudouin, tu veux rajouter quelque chose? Je pense que ce sont vraiment des paroles de sagesse et des paroles qui sont très, très bien dites. Hein. Moi, j'adhère vraiment tout à fait à ce que dit Alain Noël. Mon expérience des rencontres, j'allais dire œcuméniques, hein, ou interconvictionnelles, j'en ai participé à beaucoup en France, rencontres bouddhistes, francs-maçons, enfin, etc. C'est que généralement, en dernière analyse, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'on voulait toujours me convertir. Bon. Et le sentiment que j'avais, c'est que les maçons présents ne voulaient pas nécessairement que les autres deviennent maçons. Je n'étais pas contre, mais ils ne le demandaient pas spécialement. Ça fait une grosse différence. Et comme je suis quand même historien de la philosophie, je prends une petite anecdote. Hein. On a un texte de Philostrate qui date du IIIe siècle. C'est l'époque de l'impératrice Julia Domna, dont il était un des grands conseillers, qui est une des plus grandes femmes de l'histoire de l'humanité, Julia Domna. C'était la mère de l'empereur Caracalla. Elle a dirigé l'Empire, son fils devenu fou. Bon. Elle lui avait demandé d'écrire un livre sur un philosophe qui s'appelait Apollonios de Tyane, qui a vécu à l'époque de Jésus. Et Apollonios, dit la légende, aurait été jusqu'aux Indes. C'est possible qu'il y ait eu un philosophe nommé Apollonios qui a été jusqu'aux Indes. On a trouvé un Tolos en Afghanistan avec son nom. Mais ici, l'intérêt, c'est qu'aux Indes, il est supposé rencontrer des brahmanes. Et quand il rencontre ces brahmanes, qui sont très étranges d'ailleurs, si on suit le texte, hein, mais c'est autre chose, ces brahmanes ont des pouvoirs de toutes sortes, enfin, ils savent tout. Et il le dit, tu es maintenant chez les hommes qui savent tout sur tout. Et Apollonios est muet d'admiration devant eux. Et puis ils lui disent, maintenant, on suppose que tu vas rester avec nous. Et Apollonios leur répond, mais non, moi je suis un grec et je suis un philosophe pythagoricien. Je suis venu vous rencontrer pour vous parler et pour comprendre ce que vous faites. Et j'ai appris beaucoup. Maintenant, je vais rentrer chez moi. C'est davantage une posture maçonnique, c'est-à-dire rencontrer, écouter, tenter de comprendre, mais l'objet, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas de dire vous seriez tellement merveilleux si vous étiez maçon comme moi. Non, la maçonnerie est une voie parmi d'autres qui correspond à un certain type d'esprit. Nous avons la faiblesse peut-être de croire qu'elle est parfois un peu meilleure, mais c'est à cet endroit-là que nous sommes disposés sur, entre guillemets, l'échiquier des croyances ou des convictions. Et ça nous a épargné beaucoup de problèmes, dont notamment un, alors ce n'est pas tout à fait juste ce que je vais dire, mais ça tend vers une forme de vérité, nous sommes très peu consuméristes. Nous sommes très peu dans la logique du commerce des religions et des convictions, où on se balade au grand magasin avec son caddie, on prend un peu de tout et on paye à la caisse. Les maçons ne font pas des offres de services et n'ont pas un étalage de marchandises qu'ils projettent à l'extérieur. Donc, de ce point de vue-là, rien qu'à ces indications-là, je pense que nous sommes une voie spirituelle et philosophique. Et c'est la grande différence avec beaucoup d'autres traditions. Mais cette tradition de tolérance dont nous nous revendiquons, elle est née quand même d'un constat qu'on voit déjà très bien chez Locke ou après dans Les Lumières. Et ce constat est quand même tragique dans la mesure où finalement la tolérance est perçue comme un match nul. Personne ne va gagner. Tout le monde peut perdre, mais personne ne va gagner. On ne va pas éradiquer l'autre religion ou les autres religions. Il faudra apprendre à vivre ensemble. C'est évidemment, à mon sens, un progrès considérable dans la manière d'évoluer dans la perception du monde et dans la perception d'autrui, de l'autre, de son droit, finalement, qu'on tolère d'abord et puis qu'on approuve d'avoir autre chose, une autre manière de penser que soi-même. Et c'est sur cette tradition-là que la franc-maçonnerie a continué à essayer de construire, comme on l'a dit, le temple de l'humanité. Mais est-ce que ce sera suffisant? Et d'autre part,
question qui vient d'être posée également, est-ce que ce sera suffisant dans la perspective de l'avenir de la franc-maçonnerie? Est-ce que la franc-maçonnerie a encore un avenir? Est-ce qu'elle ne vieillit pas? Est-ce que cette tradition n'est pas tout simplement en train de mourir comme d'autres philosophies, d'autres religions, d'autres systèmes de pensée, d'autres organisations politiques en général, politiques au sens règlement de la cité, ont pu disparaître au fil du temps. Historien, moi, c'est quelque chose qui me frappe. Nous autres civilisations savons que nous sommes mortels, disait Valérie. C'est tout à fait vrai. Est-ce que la franc-maçonnerie est mortelle? Je peux peut-être donner mon point de vue personnel qui, là, n'engage que moi, qui n'engage nullement une obédience quelconque, même pas la mienne et surtout pas la mienne. Je crois qu'il faut peut-être faire une comparaison avec l'émergence des grandes traditions monothéistes. L'Église catholique se souche sur l'émergence du christianisme, émergence en grande partie mythique. Personne ne sait vraiment si le Christ a existé, ou du moins si tous les événements qui sont racontés dans le Nouveau Testament sont réels, tout simplement parce qu'il n'y a pas de témoins. Les évangélistes, du moins 3 d'entre eux, on en est certain, n'ont jamais connu le Christ. L'évangéliste Jean, le cas est douteux. Il est peu vraisemblable, compte tenu des dates, qu'il ait pu connaître le Christ. Mais c'est possible. En fait, pas de témoin, aucun témoignage. Les apôtres n'ont pas écrit. Ce sont des faits qu'on a racontés. L'évangile de Marc date de 50-60 après Jésus-Christ. L'évangile de Jean, au plus tôt de 90 après Jésus-Christ. Bien évidemment, ce serait sur cet événement mythique, c'est greffé une doctrine, une philosophie, une pratique, c'était surtout une pratique religieuse de l'amour du prochain, de l'amour dans la société. Et en quelques siècles, s'est constituée une structure cléricale, une église. Et l'on a vu une doctrine qui est une doctrine d'amour, essentiellement, une doctrine de compassion pour les autres, s'intégrer dans un édifice un peu progressivement pyramidal. Ça s'est fait sous l'influence des pères de l'Église, en grande partie, et on aboutit quelque part, 3 siècles, 4 siècles après, à ce que j'appellerais une sclérose de la pensée initiale. On traduit une doctrine évangélique, la bonne nouvelle, en une structure cléricale ecclésiastique. Je pense qu'il existe peut-être le même risque au niveau des obédiences maçonniques, d'oublier le message initial, qui est celui des Lumières, d'oublier les 2 points fondamentaux qui sont au cœur de la démarche maçonnique, en dehors de tout l'aspect sociétal, et de se scléroser, entre guillemets, scléroser sur des appareils qui se font un peu concurrence, il y a beaucoup d'obédience, et sur une pensée qui n'est plus forcément la pensée initiale. C'est-à-dire que on pourrait, et on voit très bien se profiler, une tendance de la franc-maçonnerie soit à s'insinuer dans le jeu politico-social, mais c'est de moins en moins perçu par la société, soit au contraire à se rétracter pour ne plus penser que symbolisme. Et je pense que les 2 voies sont néfastes à la franc-maçonnerie. Il faut retrouver la dimension culturelle de la franc-maçonnerie, celle des Lumières, pour expliquer que ce qui est au cœur de la franc-maçonnerie, c'est ce qui est au cœur des Lumières. C'est de placer l'homme au centre du cercle, c'est-à-dire l'humanisme, c'est de défendre la liberté de chaque homme, c'est-à-dire l'autonomie kantienne, et c'est de faire en sorte que la raison, celle qui était scientifique au XVIIIe siècle, mais la raison en sens général est universelle. Humanisme, universalisme, autonomie de la personne humaine, voilà le trépied fondamental de l'humanisme des Lumières, et ça me semble être toujours le trépied fondamental de la philosophie maçonnique. Et je rejoins ce qu'a dit Baudouin, la maçonnerie, c'est d'abord une philosophie, mais c'est une philosophie en action. C'est une orthopraxie, et non pas une orthodoxie. Moi, disons que si comme philosophe, je regardais un peu ce qui se passe dans la maçonnerie d'aujourd'hui et
les signes d'épuisement qu'elle manifeste. Dans le monde anglo-saxon, c'est vraiment pas tant, mais comme il y avait une quantité très importante de maçons, les effets semblent ne pas se ressentir, mais enfin, on est dans des pertes qui sont de l'ordre de 2 tiers de membres, hein. C'est quand même pas insignifiant. Bon. Du côté continental, c'est une érosion que la plupart du temps, beaucoup de responsables d'obédience ne veulent pas voir, et donc ou renvoyer dans le domaine de l'anecdotique. Mais quand on dit que des grandes obédiences perdent dans un pays comme la Belgique 100, 150, 200 personnes par an, ben, mathématiquement, ça va faire 1500 ou 2000 personnes en 10 ans. En 10 ans, c'est un cinquième des membres. Et en plus, l'autre critère, c'est ce qui a coulé certaines obédiences, certaines grandes loges anglo-saxonnes, c'est le vieillissement. Heureusement, on vieillit plus vieux, mais pas toujours en bon état. Il y a 10 ans d'ici, quand j'avais fait observer que la moyenne d'âge était de 53 ans, je crois, à la Grande Loge, on m'avait carrément traité d'idiot en disant que je n'avais rien compris. Aujourd'hui, on est à 62 ans. Mathématiquement, dans 10 ans, on sera à 70 et la ligne de fracture démographique devrait être dans 12 ans, où là, nous devrions avoir un effondrement très considérable, non pas parce que les gens s'enfuiraient, mais parce qu'un grand nombre ne seront plus capables de venir, d'autres seront morts, et la cadence d'entrée des personnes dans les loges ne peut pas pallier. Bon. C'est pas rien quand même. Alors on peut dire, mais on m'a répondu récemment, quelques-uns, c'est bien aussi. Alors là, il n'y a pas de souci, oui. Je veux dire, si on veut créer des troupes d'élite humanistes, bon, on n'a pas besoin d'être des millions. L'autre facteur, c'est l'enseignement, que beaucoup de maçons ne voient pas, ce qui est normal, ce n'est pas leur job. Moi, je donne cours vraiment sur les humanités depuis presque 40 ans. Nos étudiants sont toujours aussi intelligents qu'avant, ou aussi peu, j'en sais rien, ils sont comme nous, hein. Bon, ils ne sont pas ni mieux ni moins bons. Mais par contre, toute la formation à l'humanisme est devenue une spécialité. Ce n'est plus un dénominateur commun. La rencontre de nos rites qui sont traversés de part en part par ces idées va être donc très difficile. Et si nous ne voulons pas nous transformer en une sorte d'école du cours du soir sur les religions et autres, et garder notre vocation initiatique, c'est-à-dire qui vient en résonance avec l'individu lui-même, et pas la superstructure, on va devoir faire un gros effort et ça ne va pas être simple. Et enfin, ce que j'observe aussi, c'est un épuisement des obédiences dans des conflits internes, souvent très anecdotiques et très peu intéressants du point de vue philosophique, mais c'est là, et qui fait que pendant que nous nous préoccupons de nous épuiser en querelles, mais stériles, ben, nous ne nous occupons pas des grands chantiers qui sont extérieurs, hein. Et c'est peut-être encore le paramètre le plus grave, parce que la démographie, on peut agir. On ne recrute pas, certes, mais on peut sensibiliser, et nous avons beaucoup de sœurs, de frères intelligents qui comprennent ça, et on peut aller de l'avant. Les humanités, ce n'est pas la première fois que la maçonnerie a ce problème. Si je vous sortais maintenant certains rituels du XVIIIe siècle, et je vous disais, voilà, on va en faire un ensemble, on comprendrait quasiment rien à ce qui est dit, y compris moi-même qui suis spécialisé dans le monde de la Bible, hein. Ils connaissaient la Bible par cœur, ils fonctionnaient que par allusion. Aujourd'hui, dans nos rituels, souvent, quand on cite les religions, on développe un peu. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'une accroche, on ne connaît plus par cœur. On pourra modifier, on pourra aller de l'avant, on pourra réfléchir. Mais l'épuisement structurel interne, qu'on pourrait comparer d'ailleurs à l'épuisement des grandes entreprises, curieusement, hein, qui serait un modèle intéressant à observer, le fait que nous créions des administrations stériles, le fait que nous nous empoignons, mais pendant des années, pas de façon ponctuelle, sur des sujets souvent insipides, ça c'est véritablement quelque chose qui est extrêmement dangereux, parce que c'est l'introduction dans nos rangs de la politique avec un tout petit p. Et je crois que là, il faut vraiment une prise de conscience interne et il faut aller de l'avant. Alors, je ne vais pas chanter les louanges des uns ou des autres, mais je trouve par exemple qu'on le sent très fort quand on va trouver une structure, qu'on s'adresse à elle parce qu'on a besoin d'aide. Exemple, des maçons qui ont envie de créer une loge. Une expérience récente très positive que j'ai, je me tourne vers le Grand Orient de Belgique. Le Grand Orient de Belgique, j'ai l'impression de travailler avec le Grand Orient de Belgique. J'ai eu des expériences dans le passé, j'avais l'impression de travailler malgré l'obédience à laquelle je m'adressais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est véritablement problématique. Et ça nécessite une conversion d'esprit
un retour vers cette bienveillance, cette fraternité, et surtout de sortir de soi-même, hein, sortir du petit monde dans lequel on se trouve, pour recréer cette dynamique qui était autre au XVIIIe siècle, autre au XIXe, et qui doit retrouver cet élan, à mon avis, aujourd'hui. À un moment donné, je me disais, tout ça est très conjoncturel, mais j'ai parfois l'impression que ça devient, dans certains lieux, structurel. Donc voilà un peu mon expérience. Moi, comme je ne suis pas dans les hautes sphères, je peux parler librement. Qu'est-ce que tu appelles être dans les hautes sphères? Mais les édiles qui nous dirigent, nos lumières à l'Orient. Moi, je pourrais dire, si tu veux bien, que je partage complètement ce que vient de dire Baudouin. Et ça rejoint une des questions qui a été posée au début de l'entretien sur l'émiettement des obédiences maçonniques, surtout en France, du reste, beaucoup moins en Belgique, puisqu'en Belgique, globalement, il y a quatre ou cinq grandes obédiences, je vais les appeler grandes entre guillemets, Grand Orient, Grande Loge, Droit humain, Grande Loge féminine, et une autre obédience plus récente qui s'appelle Litos. Il y a l'Ictos qui s'est assez bien développé. Litos. Donc il y a 4 ou 5 grandes obédiences qui, en plus, vu de la Grande Loge régulière. La Grande Loge régulière, mais et en plus, ces obédiences, vues d'outre-Quiévrain, mais dans l'autre sens, de mon point de vue, s'entendent parfaitement bien, à telle enseigne que quand il y a j'ai vécu ça en direct il y a quelques années, quand il y a une délégation des obédiences belges qui viennent à une cérémonie de clôture du convent, il y a une obédience qui prend la parole pour toutes les autres. Ça témoigne d'une certaine unité, entre guillemets, qui n'existe pas en France. Il y a tellement d'obédiences en France, actuellement, on en est à plus de 100, et on dit qu'il y aurait peut-être 200 structures maçonniques et paramaçonniques. C'est-à-dire que ça devient inaudible. Si vous êtes dans un pays anglo-saxon, mettons, par exemple, un exemple que je connais bien, l'État de New York, il y a une obédience à New York, la Grande Loge de New York. Il y a une petite obédience de Grande Loge de langue espagnole. Il y a bien sûr la Grande Loge Prince-Hall Affiliated, la loge des Noirs, entre guillemets. C'est l'un des aspects désagréables de la maçonnerie américaine. Mais il n'y a qu'une seule obédience. Il n'y a qu'une seule obédience qui suffit pour tous les maçons qui veulent s'investir. Dans notre pays, bien entendu, on a le caractère du pays latin, chacun a son opinion, mais à un certain niveau, si toutes les obédiences règlent leurs petits problèmes politiciens, comme vient de dire Baudouin, entre elles, alors la voie de la franc-maçonnerie disparaît. Tout simplement parce qu'on ne voit plus à l'extérieur que les petits problèmes des obédiences, et on se dit que tout compte fait, les obédiences maçonniques n'ont plus rien à dire. Or, de mon point de vue personnel, ce que j'ai toujours défendu, c'est que la franc-maçonnerie était une institution de la République. En Belgique, bien entendu, ce n'est pas une république, mais la franc-maçonnerie est une institution de la pensée culturelle. Et même s'il y a plusieurs obédiences, il faut au moins que les principales obédiences s'arrangent entre elles pour, sur de grands sujets, avoir une pensée qui soit une pensée maçonnique. Or, l'idée maçonnique, le fondement de l'idée maçonnique est la même plutôt pour toutes les obédiences. Sinon, on n'est plus dans le domaine de la maçonnerie. C'est une idée très simple, c'est l'idée des Lumières. La pensée maçonnique de base est une pensée qui est simple, qui n'est pas compliquée. La mise en œuvre peut être complexe, mais la pensée fondamentale, les fondations sont simples. Et je souhaiterais vivement que les grandes obédiences françaises et belges soient suffisamment fortes et suffisamment persuadées de ce qu'elles représentent pour avoir des positions communes sur certains grands sujets. Dans le détail, bien entendu, on peut être tout à fait divergent, c'est accessoire. Mais sur l'essentiel, au moins, montrer à l'opinion publique, montrer aux institutions de la République que sur l'essentiel, nous partageons le même point de vue. J'ai dit. Oui, ça rejoint un petit peu, et ce sera en réalité la fin et la conclusion après que je vous aurai à nouveau cédé la parole pour la dernière fois, parce que l'heure avance, d'une question qui a été posée 2 fois et qui vient d'être reposée. Si la franc-maçonnerie est considérée comme une religion spécifique, est-ce qu'elle n'est pas circonscrite seulement à ce qui se passe en loge? L'hypothèse donc de la pensée maçonnique religieuse ou para-religieuse serait que, en réalité, c'est en loge que ça se passe et on ne la pratique pas dans le monde profane, où la spiritualité personnelle, éventuellement
religieuse de chacun peut s'exprimer, sauf à supposer la superposition de plusieurs religieux en eux et de faire en quelque sorte de la franc-maçonnerie une supra-religion. Et mon avis personnel, c'est que c'est plutôt une post-religion. Donc voilà, c'est la dernière question à laquelle je vous prie d'avoir la gentillesse de répondre brièvement pour que nous puissions conclure en beauté. Merci Alain Noël, merci Baudouin, à vous la parole. Ben, je vais peut-être laisser Baudouin conclure. Oui, je crois que moi, c'est mieux que ce soit Alain Noël qui a une autorité que je n'ai pas qui conclut le débat à ce niveau-là. Bon, moi je dirais surtout, me semble-t-il, ne pas s'organiser comme étant une supra-religion ou la religion des religions. Je crois que ce serait vraiment une voie qui ne mène nulle part. Ça n'a aucun sens. On est très bien, je crois, dans les idéaux qui sont les nôtres. Il va falloir les adapter à notre époque. Il est certain que la définition même de l'humain est en pleine évolution aujourd'hui. Depuis en train de parler d'un humain dans sa singularité, dans sa subjectivité, on est en train de parler d'un humain dans son interdépendance avec le milieu où il évolue. Donc beaucoup de choses devront évoluer au travers de nos pensées. C'est en cours. Beaucoup de maçons le font. Quand je dis maçon, c'est au féminin aussi. Donc il me semble que de ce côté-là, il y a des points qui sont très positifs. Je ne crois pas qu'on doit modifier grand-chose, sinon peut-être nos travers humains trop humains et être, je dirais, critique par rapport à nous-mêmes. Si on peut modifier le monde, on doit commencer par nous, là, maintenant, tout de suite. Et ce n'est pas en réfléchissant sur la façon dont les autres vont bouger ou les idéaux à 30, 40 ou 50 ans. Ça nous échappe. Comme le disait aussi tout à l'heure Alain Noël, un peu en écho de choses que j'avais dites, nous sommes une orthopraxie. Donc, c'est un art de tenter de vivre en adéquation avec le monde où nous sommes et nous-mêmes, et d'en témoigner. Bon, ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin bling-bling. Ce n'est pas un chemin qui va attirer les foules, mais ce n'est pas utile non plus. Mais par contre, c'est une trace dans le monde. Et c'est une trace qui, à mon avis, tout de même, est signifiante. Je vais emprunter ma conclusion à Jean Verdun dans sa deuxième réalité maçonnique. Il disait assez justement, un maçon, c'est quelqu'un qui accepte l'idée de transformer le paysage. J'en déduis, c'est à la fois un acte d'orgueil. Je transforme le paysage. Avant moi, il était moins beau qu'après moi. C'est un acte d'orgueil. C'est aussi un acte de modestie. Parce que quand vous avez posé ce geste, quand cette trace est là, d'autres vont dire c'est affreux, d'autres vont dire c'est beau, d'autres vont dire je ne suis pas d'accord, d'autres vont dire à mon tour de bouger. Et c'est toute la dynamique de la maçonnerie, c'est l'acceptation de l'idée qu'on peut transformer le paysage et qu'on peut rendre le monde meilleur, mais ça ne se fera pas sans risque. Il y a une prise de risque personnelle, il y a une prise de risque collective. Et il me semble que de ce point de vue-là, on n'a pas pris une ride. Donc moi, je suis très optimiste. Je suis moins optimiste sur nos structures. Et je pense que c'est vraiment là qu'un gros effort doit être fourni pour que nous puissions poser le levier au bon endroit pour soulever les pierres, à savoir les défis qui nous attendent dans les années qui viennent. Eh bien, il est midi. Il n'est pas l'heure d'ouvrir nos travaux, mais de les terminer. Je vous remercie beaucoup, Alain Noël et Baudouin. Excuse-moi, tu ne donnes pas un mot à Alain Noël? Je crois qu'il pour. Ah, tu veux encore dire quelque chose? Excuse-moi, Jean, je voulais vous laisser le dernier mot. Excuse-moi. Et d'ailleurs, les conclusions sont ouvertes. Hein. À chacun de tirer les siennes. Ça, c'est évidemment dans notre esprit commun. Bien sûr. Alain Noël, vas-y. Donc, mon coup de pied est raté. Je ne conclurai pas autrement que de ce que vient de dire Baudouin, parce que je partage complètement. Les francs-maçons sont là pour construire dans le monde présent. Et la construction du temple mythique de Salomon, la reconstruction, c'est simplement un archétype mythique et un archétype symbolique. Et il s'agit bien, comme vient de le dire Baudouin, de transformer le monde. Les francs-maçons sont là pour transformer le monde, en sachant qu'ils ne le transformeront pas complètement s'ils ne se sont pas déjà transformés eux-mêmes. Et je fais un parallèle avec la pratique bouddhiste. Il faut d'abord se transformer soi-même pour pouvoir transformer le monde.
mais il faut être conscient que si on ne fait que se transformer soi-même et que si l'on ne travaille qu'à se transformer soi-même, on ne transformera jamais le monde. Se transformer soi-même pour transformer le monde, ça suppose de passer de la méditation assise à la méditation en action, à la méditation dans la construction du monde. Car méditer, c'est aussi construire, contrairement à ce que l'on pourrait penser. La méditation est action. Et pour le franc-maçon, la pensée se fait dans la loge, mais la pensée plus l'action se fait en dehors de la loge, j'ai dit. Eh bien, merci. Il me reste donc à vous remercier une nouvelle fois, mes très chers frères, et à signaler à toutes les personnes intéressées que notre débat a été enregistré et va pouvoir être revu en vidéo sur les pages Facebook de Masonica Bruxelles et de Masonica Lille. Cet entretien, bien sûr, ne sera pas seul. Pourquoi en faisons-nous? Parce que, bien, pour l'instant, nous travaillons en distanciel un petit peu comme tout le monde, puisque nous ne pouvons pas nous réunir. D'ailleurs, la vie dans les loges a aussi été profondément modifiée avec la crise sanitaire actuelle. Mais ces entretiens ont un succès réel et donc nous pensons les maintenir même quand le monde sera redevenu plus fraternel. C'est-à-dire nous tous nous voir et nous serrer fraternellement dans les bras. Et donc virtuellement, mes très chers frères, je vous serre dans mes bras et je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Tu veux peut-être dire encore quelques mots sur le... Je reprends peut-être la parole sous un autre chapeau, simplement pour vous dire que les entretiens Masonica Bruxelles-Lille que nous vous présentons tiennent au fait que nous avons créé ces entretiens par le fait que nous n'avons pas pu créer le salon maçonnique du livre et de la culture en avril comme c'était prévu. Et nous avons décidé de vous donner des entretiens à partir d'un certain nombre d'éléments qui auraient dû être présentés lors de ce salon. Le salon maçonnique du livre et de la culture se tiendra, je l'espère, les 16 et 17 octobre à Lille, comme cela est prévu. J'espère que les circonstances épidémiques le permettront. En attendant, il y a un certain nombre d'entretiens Masonica, tels que vous les avez vus avec Alain Bauer il y a 15 jours, aujourd'hui, qui seront donnés à nouveau. Je pense que le prochain entretien aura lieu, on va changer de sujet complètement, aura lieu sur la bande dessinée avec François Bouc et puis Éric Giacometti et Guillaume. Il y aura ensuite probablement un entretien sur la littérature dite maçonnique policière avec Jacques Raven et Éric Giacometti, je ne sais pas encore quand. À la rentrée, je pense qu'il y aura un entretien avec Roger Daché, peut-être sur l'histoire maçonnique, peut-être sur l'évolution de la maçonnerie. Et puis, je pense que nous donnerons la parole systématiquement à une sœur, car jusqu'à présent, je viens de me rendre compte que nous étions un milieu très masculin à parler. Et donc, à la rentrée de septembre, avec Patrick Vesselin, qui s'occupe beaucoup de ça, et moi-même, nous donnerons la parole à une ou à plusieurs sœurs. Nous allons les chercher et je ne doute pas que nous allons les trouver. Voilà ce que je voulais vous dire. J'en ai trouvé une. Très bien. Je vous salue tous et si Patrick veut dire quelques mots pour conclure. Oui, Patrick. Je lui laisse la parole et l'écran. Oui, bonjour. D'ailleurs, merci à nos conférenciers. Je vois que cette deuxième a eu un succès. On a atteint 121 personnes connectées, ce qui est quand même quelque chose de formidable. Et nous travaillons avec Masonica Bruxelles et Masonica Lille aussi, et c'est un scoop que je vais te donner, Jean. On aura certainement Hélène Cuny qui va être modérateur d'une de nos fameuses rencontres maçonniques avec Franc-Maçonnerie Magazine, justement, au mois de juin, si tout va bien. Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Merci. Merci encore à tous et passez le merveilleux week-end ensoleillé qu'on nous promet et en Belgique même, bientôt sur les terrasses. Au revoir à tous, merci. Au revoir. Au revoir à tous.